Une aimable serveuse noire payait le café d'un homme âgé, ignorant qu'il s'agissait d'un milliardaire à la recherche d'un autre mendiant essayant de se faire passer pour un client. La voix du gérant, Christopher, trancha l'agitation du café comme un couteau. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un refuge. Pas d'argent, pas de service. Les regards curieux des clients convergeaient vers le vieil homme aux cheveux gris et à la tenue négligée, debout au comptoir. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il fouillait dans les poches vides de son manteau usé. « Je jure que j'ai apporté mon portefeuille », murmura-t-il d'une voix tremblante de gêne. « Je voulais juste un café pour me réchauffer. Avant de rentrer. Et je veux juste des clients payants, » rétorqua Christopher en désignant la porte. « Nous avons une politique stricte d'interdiction des vagabonds. Vous faites fuir les vrais clients. » Maya Johnson, 28 ans, observait. La scène se déroulait en nettoyant une table voisine. 6 mois de travail lui avaient appris quand intervenir et quand rester invisible. Mais quelque chose dans cette situation réveillait un souvenir douloureux qu'elle avait tenté d'enfouir. Celui de sa grand-mère, atteinte de démence, traitée comme une intruse dans un grand magasin. Un silence gêné s'installa dans la salle, tandis que le directeur poursuivait son humiliation publique. Vous devriez peut-être essayer le refuge de la 3e avenue. Ils servent de la soupe gratuite aux personnes dans votre situation. Un rire étouffé s'échappa d'une table voisine où 3 cadres en costume observèrent le spectacle comme s'il s'agissait d'un divertissement gratuit. Ces vieux se croient tout permis, commenta l'un d'eux suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Maya prit une grande inspiration, rajusta son tablier et se dirigea résolument vers le comptoir. Son regard croisa brièvement celui du vieil homme. Il y avait non seulement de la honte dans ses yeux, mais aussi une dignité qui refusait d'être complètement brisée. « Je paie son café », annonça-t-elle en posant un billet de 5 $ sur le comptoir. L'argent représentait la moitié de ses pourboires de la journée, l'argent dont elle avait besoin pour payer le bus de la semaine. Christopher se tourna vers elle, le regard furieux. « Maya, reste en dehors de ça, ce n'est pas ton problème. »« C'est une question de décence humaine, » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Et si quelqu'un devrait avoir honte ici, ce n'est pas lui. » Le gérant, lui, récupéra l'argent. « Votre café est servi, monsieur, grâce à notre employé qui, apparemment, se croit désormais maître de ses décisions. » Le vieil homme regarda Maya avec une sincère gratitude, se redressant légèrement tandis qu'elle le conduisait à une table. « Merci, » murmura-t-il. « Je ne m'attendais pas à trouver de la gentillesse aujourd'hui. » Maya se contenta de sourire. « Ma grand-mère disait que la gentillesse ne s'attend pas à être reçue, mais se pratique. » Le lendemain, Maya fut convoquée dans le bureau du directeur avant même d'avoir commencé son service. Christopher l'attendait avec un air faussement inquiet qu'elle connaissait bien, le même qu'il arborait avant de licencier des employés. « Maya, vous comprenez bien qu'il s'agit d'une entreprise, pas d'une association caritative ?» Il n'attendit pas sa réponse. « Votre comportement d'hier était inapproprié et insubordonné. Pire encore, vous avez humilié le personnel et la direction devant les clients. »« J'ai payé de mon propre argent, » rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas une question d'argent. » Le masque de calme disparut instantanément. « C'est une question d'autorité. Vous nous avez tous fait passer pour insensibles pour vous présenter comme une sorte d'héroïne. C'est inacceptable. » C'est lorsqu'il déposa le formulaire d'avertissement sur la table que Maya ressentit une première vague de peur. C'était son 3e emploi en 18 mois et le seul qui lui permettait de payer son loyer et les médicaments de sa mère. « Signez ceci », ordonna Christopher, « et considérez-vous comme en période d'essai. Un incident de plus comme celui-ci, et vous êtes viré. » En signant le document, les mains légèrement tremblantes, Maya remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement du directeur, une nervosité inhabituelle, comme s'il était lui aussi sous pression. Son regard se posait sans cesse sur la caméra de sécurité dans un coin de la pièce, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. À la fin de son service, épuisée et démoralisée, Maya récupéra ses affaires dans son casier du vestiaire. Là, cachée parmi ses affaires, elle trouva une petite enveloppe blanche sans papier.
À l'intérieur se trouvait un billet de 100 dollars et une carte sur laquelle était simplement écrit « Merci pour votre gentillesse. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. » Tandis que Maya tenait la carte, une étrange sensation d'être observée la parcourut. Elle regarda autour d'elle, mais elle était seule dans le vestiaire. Pourtant, elle savait que ce geste inattendu n'était pas seulement un merci, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner pour sa mère malade dans le petit appartement qu'elle partageait, Maya ne cessait de penser au vieil homme et à la mystérieuse carte. Ce qui l'intriguait le plus, ce n'était pas l'argent, mais le regard dans ses yeux. Pas seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, comme celui de quelqu'un qui a enfin trouvé ce qu'il cherchait après une longue quête. Si cette histoire de courage discret vous a touché, n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment un simple acte de gentillesse peut déclencher des rebondissements qui changent des vies à jamais. Les jours suivants, Christopher transforma cet avertissement en mission personnelle, observant les moindres faits et gestes de Maya comme un faucon affamé. « Tu attends toujours. 8 minutes de retard, » lui chuchota-t-il à l'oreille, tandis qu'elle tenait un lourd plateau en équilibre. « Et tu as encore oublié le bar à condiments. » Ses collègues évitaient désormais sa présence, comme si l'indignation du gérant était contagieuse. Seule Zoé, une serveuse fraîchement embauchée, semblait insensible à la distanciation forcée. « Ce que tu as fait était incroyable, » avoua Zoé lors d'une pause dans la salle de pause. « Tout le monde en parle, mais personne n'ose le dire en face. » De quoi parler exactement? Christopher a un surnom parmi nous, le Terminator. Ce n'est pas la première fois que Zoé me montre des publications sur des groupes locaux relatant des expériences similaires au café. Un message récent disait « Désolé si nous n'avons pas l'air assez riches pour boire un café dans votre établissement. Pourquoi personne ne le dénonce? Le propriétaire ne vient jamais et Christopher a un lien de parenté avec lui. De plus, dit Zoé en baissant la voix, il contrôle les horaires et les pourboires. Ceux qui se plaignent se retrouvent avec les pires horaires ou sont encouragés à partir. » C'est alors qu'un homme en costume impeccable entra dans le café. Maya le remarqua immédiatement, non pas à cause de ses vêtements coûteux, mais à cause de ses yeux. Ils étaient identiques à ceux du vieil homme, mais avec un visage transformé. Pas de barbe, cheveux parfaitement coupés, posture droite. Christopher, remarquant un client apparemment riche, s'approcha avec un sourire que Maya n'avait jamais vu auparavant. « Bienvenue, monsieur. Puis-je vous recommander notre café importé spécial? Il n'est pas à la carte, nous le réservons à une clientèle sélectionnée. » L'homme sourit poliment. « Merci. La serveuse qui a servi un monsieur âgé il y a quelques jours travaille-t-elle aujourd'hui? » Le sourire de Christopher se figea. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne sais pas de qui vous parlez. Je peux m'occuper de vous moi-même. »« J'insiste. J'aimerais être servi par elle. » Christopher appela Maya d'un geste raide. « Ce monsieur vous demande. » L'homme lui tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer officiellement, Maya. Je suis Edward Thornton. » Le nom frappa Maya comme un éclair. Edward Thornton, le philanthrope milliardaire qu'on voit parfois dans les reportages sur les dons de plusieurs millions de dollars. Le même homme qu'elle avait défendu, déguisé en homme âgé. « J'aimerais vous inviter à discuter, » dit-il en lui tendant une carte dorée. « Ce n'est pas un entretien d'embauche, il s'agit de quelque chose de bien plus important. » Cette nuit-là, en faisant des recherches chez elle, Maya découvrit que Thornton n'était pas seulement riche. Il était réputé pour son investissement dans des personnes et des causes ignorées par d'autres. Plus intriguant encore, il possédait une chaîne de café en concurrence directe avec l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Avant de lancer de nouveaux projets, Thornton testait souvent des environnements, se déguisant pour observer des comportements authentiques. Cette méthode était connue sous le nom de « test de Thornton ». Le lendemain matin, une lettre officielle arriva à l'appartement de Maya. À l'intérieur, accompagnée d'une invitation à déjeuner à l'hôtel Alexander, se trouvaient de vieilles photos du café où elle travaillait. Les images montraient un établissement original des années 1920
avec l'inscription Johnson's Coffee Shop sur la devanture. Une note manuscrite disait « PS. Votre grand-mère avait raison sur la gentillesse. Et peut-être devriez-vous savoir que cet endroit a une histoire que quelqu'un veut vous cacher. » Maya tenait les photos d'une main tremblante. Johnson, son nom de famille, coïncidence ou lien. À la fin de la journée, Maya trouva dans son casier une clé USB avec l'inscription « À surveiller avant le déjeuner de demain ». Chez elle, elle découvrit 3 dossiers. Des documents historiques prouvant que le café avait appartenu à la famille Johnson dans les années 1930. Des photos récentes de discrimination dans l'établissement. Et plus choquant encore, un contrat de partenariat datant de 1932 prouvant que le café n'avait jamais été vendu, mais volé frauduleusement lorsque son arrière-grand-père était tombé malade. Maya resta assise en silence, absorbant la révélation. Cet endroit où elle avait été traitée comme une étrangère avait été construit par sa propre famille, un héritage volé par une discrimination systémique qui, près d'un siècle plus tard, pouvait enfin être révélé. Son téléphone vibra, un message de Zoé. « Christopher panique. La maison mère envoie des inspecteurs demain. Graves allégations de discrimination. Qu'avez-vous fait ?» En tapant sa réponse, Maya sentit la détermination grandir en elle. Non pas une colère impulsive, mais quelque chose de plus puissant. Dans l'ombre de sa petite cuisine, la lumière de son ordinateur portable illuminant son visage, Maya Johnson ne ressemblait plus à une serveuse intimidée, mais à une héritière prête à réclamer son héritage volé. L'hôtel Alexander était un monument de l'élégance d'antan, avec ses colonnes de marbre et ses lustres témoins de décennies de rencontres entre les puissants. Maya, vêtue de sa seule tenue de soirée, traversa le hall, sentant des regards s'interroger sur sa présence. Edward Thornton attendait dans un salon privé, debout près de la fenêtre. Il n'était pas seul. Une femme d'âge mûr aux cheveux gris impeccablement coiffés et un homme plus jeune portant des lunettes modernes se levèrent à son entrée. « Maya Johnson, voici Margaret Sean, mon avocate d'affaires, et James Washington, expert en droit, immobilier et en justice réparatrice », présenta Thornton. « Nous avons examiné les documents, » dit Margaret sans détour. « Le contrat de 1932 est clairement frauduleux. Votre arrière-grand-père, Thomas Johnson, n'a jamais vendu le café. Il lui a été confisqué lors d'une arnaque pendant son hospitalisation. Ce n'est pas rare, ajouta James en ajustant ses lunettes. Pendant la Grande Dépression, et après, de nombreuses propriétés appartenant à des familles noires ont été expropriées. Le système était conçu pour garantir que ces dossiers ne soient jamais examinés en profondeur. Maya assimila l'information tandis que des diapositives apparaissaient sur un écran numérique. Des images du restaurant d'origine, des actes de propriété et une chronologie méticuleusement tracée montrant comment la famille Reed avait systématiquement effacé la contribution des Johnson. « La question est, » dit Thornton en s'asseyant en face d'elle, « que voulez-vous faire de ces informations ?» Pendant ce temps, au café, Christopher était confronté à son propre cauchemar. 2 cadres du siège social étaient arrivés à l'improviste, exigeant l'accès aux dossiers d'embauche, aux réclamations des clients et aux vidéos de surveillance. « Ce n'est qu'un audit de routine », lui assura l'un d'eux, même si son ton laissait entendre le contraire. En fouillant dans les documents de son bureau, Christopher trouva quelque chose d'inquiétant. Un vieux dossier intitulé « Johnson » qu'il n'avait jamais vu auparavant. À l'intérieur se trouvaient des photos en noir et blanc du café d'origine, avec une famille noire fière posant devant l'entrée. Son téléphone sonna. « Christopher Reed » répondit-il en s'efforçant d'avoir l'air sûr de lui. « Monsieur Reed ». La voix à l'autre bout du fil était froide et professionnelle. Ici, le conseiller juridique du Thornton Hospitality Group. Nous vous informons d'une action en justice concernant la propriété connue sous le nom de Reed Coffee House, anciennement Johnson Family Café. Christopher sentit son sang se glacer. Il raccrocha et appela immédiatement son père, Richard Reed, vice-président régional de l'entreprise. « Papa, nous avons un problème », dit-il d'une voix tremblante. « Quelque chose à propos du café, des Johnson. » Il y eut
Un long silence à l'autre bout du fil. Alors qui a découvert? La serveuse Maya Johnson. Nouveau silence. Qu'est-ce qu'elle sait? Tout, apparemment. Et elle a Edward Thornton pour la soutenir. La respiration haletante de son père fut la seule réponse pendant quelques secondes. Viens dans mon bureau tout de suite. 3 heures plus tard, Maya retourna au café accompagnée d'Edward Thornton, de ses avocats et d'une discrète équipe de tournage. Les habitués observèrent avec curiosité le groupe s'installer à la table centrale. Christopher sortit de son bureau, son visage pâle contrastant avec celui de son père Richard Reed à ses côtés, plus grand, plus âgé, mais arborant la même expression de supériorité arrogante qui caractérisait son fils. « Monsieur Thornton !» le salua Richard avec un sourire forcé. « À quoi devons-nous cet honneur ?» Edward ne répondit pas. Il fit un signe de tête à Maya. Elle se leva, calme et déterminée. « Monsieur Reed, j'aimerais vous montrer quelque chose, à vous et aux clients de cet établissement. » D'un clic, les lumières s'éteignirent et un projecteur illumina le mur principal. La première image montrait le café original de 1932. Johnson Family Café, clairement en façade, avec la famille de Maya fièrement rassemblée devant. « Ce café a été construit par Thomas Johnson », annonça Maya d'une voix étonnamment ferme. C'était le premier établissement de la ville à servir à la fois des clients noirs et blancs à une époque où c'était révolutionnaire. Les images avançaient, documents, lettres et le contrat frauduleux signé pendant que Thomas était hospitalisé pour une pneumonie. Lorsque mon arrière-grand-père est tombé malade, Harold Reed, votre grand-père, Monsieur Reed, a falsifié des documents transférant la propriété à la famille Reed, poursuivit-elle. Le café n'a jamais été vendu, il a été volé. Des murmures parcoururent l'établissement. Richard Reed fit un pas en avant, mais Christopher l'arrêta, les yeux rivés sur une nouvelle image à l'écran, son propre. Courriel envoyé au siège social 2 ans plus tôt. J'ai découvert de vieux documents concernant l'acquisition initiale de la propriété, possible problème juridique avec Johnson. Je recommande de les détruire et de nier toute information en cas de doute. Le silence était total. Christopher fixa Maya avec un mélange de stupeur et de colère. « Comment avez-vous obtenu ça ?» demanda-t-il. Elle répondit simplement « Apparemment, quelqu'un du service informatique de l'entreprise en gardait des copies. » Richard reprit son calme le premier. « Ce sont des allégations sans fondement. On peut falsifier des documents. On peut inventer des histoires. » C'est alors qu'Edward Thornton prit enfin la parole, sa voix calme et tranchante, comme un couteau. C'est pour ça qu'on a invité ces gens-là. Les portes principales s'ouvrirent et les caméras de 3 chaînes de télévision entrèrent, suivies de journalistes et, plus surprenant encore, du PDG de l'entreprise. « Monsieur Reed », dit le PDG avec une froideur calculée. « Il semble que nous ayons un sérieux problème d'héritage. » Le visage de Richard rougit. « John, nous pouvons régler ça en interne. C'est dépassé. » L'interrompit le PDG. Se tournant vers les caméras, il poursuivit. En tant que PDG de Reed Hospitality Group, je suis profondément perturbé par ces conclusions. Nous lançons une enquête approfondie et nous engageons à corriger toute injustice historique identifiée. Christopher tituba en arrière, s'appuyant sur le comptoir. « Cela va nous détruire », murmura-t-il. Maya le regardait, non pas avec triomphe, mais avec une résolution tranquille. « Non », répondit-elle, suffisamment bas pour que lui seul l'entende. Cela restaurera quelque chose qui n'aurait jamais dû lui être enlevé. Tandis que les caméras tournaient et que les journalistes posèrent des questions, Maya restait calme, son regard croisant parfois celui d'Edward Thornton, l'homme qui était entré dans sa vie comme un vieil homme humilié et qui lui adressait maintenant un léger signe de tête approbateur. Le café n'avait jamais été aussi silencieux et en même temps aussi chargé d'un bruit contenu, le bruit de décennies d'injustice enfin confrontées à la lumière du jour. Ce soir-là, alors que l'histoire dominait les informations locales, Maya était assise dans la cuisine de son petit appartement et regardait sa mère malade s'endormir paisiblement pour la première fois depuis des mois.
Une histoire de vol et d'effacement était en train d'être réécrite, non par vengeance, mais avec vérité. Et cette vérité, réalisa Maya en éteignant la télévision, n'était que le début de quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé en offrant 5 $ à un inconnu dans le besoin. 3 mois se sont écoulés depuis la révélation au café. Ce qui avait commencé comme un fait divers local s'est rapidement transformé en une affaire de justice réparatrice historique qui a captivé l'attention nationale. Maya s'est arrêtée devant le bâtiment historique, désormais rénové. L'enseigne originale du Johnson Family Café brillait à nouveau sur la façade, restaurée à partir de vieilles photographies. Les portes vitrées nouvellement installées reflétaient son visage. Non plus celui d'une serveuse intimidée, mais celui d'une femme qui avait retrouvé non seulement un bien, mais aussi une place dans l'histoire. « Êtes-vous prête ?» demanda Edward Thornton en s'approchant discrètement. « Cela semble presque irréel. » lui répondit-elle en examinant le bâtiment qui appartenait désormais légalement à la Fondation Johnson, créée grâce à $1 million de dommages et intérêts que le Reed Hospitality Group avait été contraint de verser. Derrière eux, une petite foule se rassemblait pour la réouverture. Journalistes, habitants du quartier et, surtout, jeunes issus de communautés marginalisées, sélectionnés pour la formation hôtelière qui serait proposée dans l'établissement. Dans un café de l'autre côté de la ville, Christopher Reed contemplait une tasse de café bon marché. Son père, Richard, avait démissionné de l'entreprise après les révélations et Christopher avait été publiquement licencié dans le cadre du plan de redressement de l'intégrité annoncé par le PDG. « Votre commande, monsieur ?» demanda un jeune serveur, visiblement incompétent. « Un mal pour un bien ?» Christopher ne leva même pas les yeux. « Juste un café, le moins cher. Plus de cartes professionnelles, de voitures de fonction ni d'appartements de luxe. La chute avait été brutale et brutale. Les réseaux sociaux s'étaient chargés de faire de lui le visage de la discrimination en entreprise. Son nom et son image circulaient dans les reportages sur l'affaire. De retour au Johnson Family Café, Maya coupa le ruban sous les flashs. À ses côtés se trouvait sa mère en fauteuil roulant, souriant malgré ses larmes. « Cet espace ne sera pas seulement un café », annonça Maya au micro. « Ce sera un lieu d'opportunité et de commémoration. Chaque tasse servie ici racontera une histoire de résistance et chaque client sera accueilli avec la dignité que tout être humain mérite. » Des applaudissements résonnèrent dans la rue. Parmi la foule, Zoé affichait un large sourire, désormais responsable des opérations du nouvel établissement. Cet après-midi-là, une fois la foule dispersée, Maya trouva Edward assis seul à une table dans un coin, regardant les premiers clients arriver. « Pourquoi as-tu choisi de tester les gens comme ça ?» demanda-t-elle finalement, la question qui l'avait intriguée depuis le début. « Déguisé en vieil homme nécessiteux. » Edward contempla sa tasse un instant. « Quand on a de l'argent, Maya, les gens ne te montrent que le meilleur d'eux-mêmes, des masques parfaits. Je ne sais jamais qui ils sont vraiment, tant qu'ils ne croient plus rien à gagner. »« Et qu'as-tu gagné à tout ça ?» demanda-t-elle. « De l'espoir. » répondit-il simplement. La confirmation qu'il existe encore des gens prêts à faire le bien, même quand personne ne regarde. La semaine suivante, le Johnson Family Café inaugurait sa première exposition. Un mur entier était consacré à l'histoire de l'établissement, de sa fondation au cambriolage, puis à sa restauration. Au centre, une photographie agrandie montrait Thomas Johnson, l'arrière-grand-père de Maya, debout devant le café d'origine. Richard Reed, contraint à un règlement à l'amiable humiliant, avait été contraint d'assister au vernissage dans le cadre de cet accord. Il se tenait dans un coin, visiblement mal à l'aise, tandis que les visiteurs le fixaient de temps à autre, le reconnaissant grâce aux informations. À un moment donné, Maya s'approcha délibérément de lui. « Monsieur Reed ?» Il se raidit. « Mademoiselle Johnson, savez-vous pourquoi je n'ai pas poursuivi votre famille au pénal alors que j'avais suffisamment de preuves ?» Richard secoua la tête, incapable de maintenir le contact visuel. « Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de justice, de vérité. » Elle marqua une pause. « Et la vérité, contrairement au pouvoir ou à l'argent, ne
peut jamais être volé, seulement temporairement caché. Un mois plus tard, le magazine Business Ethics publiait un portrait pleine page de Maya, la présentant comme un exemple d'une nouvelle génération de chefs d'entreprise engagés en faveur de la justice sociale. Le même mois, Christopher Reed, incapable de trouver du travail dans le secteur, commença à travailler dans un entrepôt en périphérie de la ville. « Que feriez-vous différemment ?» demanda un journaliste à Maya lors d'une interview. « Si vous pouviez revivre cette journée au café ?» sourit Maya. « Absolument rien. Chaque instant de cette humiliation m'a mené exactement là où je devais être. » À la dernière page de l'article, une photo montrait Maya et Edward côte à côte dans le nouveau café, non pas en tant que patron et employé, ni en tant que sauveur et victime, mais en tant que partenaires égaux dans une mission commune. De transformation. Sous l'image figurait une simple citation de Maya. « La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est le courage de préserver son humanité dans un monde qui essaie constamment de vous la voler. » Pendant ce temps, dans un autre café de la ville, Christopher Reed se voyait refuser un nouvel entretien d'embauche. Son nom était désormais synonyme de préjugé d'entreprise. Son avenir, aussi vide que son regard. « Ma vie est ruinée », murmura-t-il. Une serveuse s'approcha et déposa une tasse de café frais sur sa table. « Offert par la maison », dit-elle gentiment, consciente de sa situation. Christopher leva les yeux, surpris par cette gentillesse inattendue. La même gentillesse qu'il avait refusée à tant d'autres. Parfois, la meilleure leçon n'est pas seulement de perdre ce que l'on a, mais de comprendre enfin la valeur de ce qu'on n'a jamais su apprécier. Voilà le pouvoir transformateur d'un simple acte de bonté. Il peut détruire des empires d'arrogance et construire un héritage.